films comme Goodbye Dragon Inn de Tsai Ming-liang, qui filmait lui aussi un cinéaste taïwanais, Tsai Ming-liang, qui filmait une salle de cinéma pour sa dernière projection juste avant la fermeture, et où erraient comme ça quelques âmes en peine devant des gradins en grande majorité vides, et où le film était diffusé carrément dans une sorte de nuit et d'inconscience qui marquait aussi une forme de désaffection pour l'art populaire qu'a pu être le cinéma. Personne n'est venu, hein, dit Morfondu, un employé municipal, dans ce palais de la culture aux proportions assez impressionnantes, toute soviétique, qui accuse d'autant plus cruellement la désaffection ambiante. Et là encore, Didar lâche quelques regards qui resteront bien sûr énigmatiques, ou à la discrétion du spectateur et son interprétation, sur les gens qui jouent au ping-pong, une sorte de mini-boîte de nuit pour enfants dans le fond d'une pièce. Voilà à quoi sert ce grand palais. Alors, c'est là qu'intervient le passage, la scène extrêmement forte du film, où il n'y a pas personne dans la pièce, il y a une personne. Et une personne qui vaut pour tout le public. C'est ça qui est intéressant, c'est que cette jeune fille se dresse, et c'est elle qui va renverser la situation, puisqu'il y a l'hôte d'honneur venu lire ses poèmes. Ce n'est pas lui qui lira, mais qui s'entendra lire son poème par la seule spectatrice qui est venue dans la salle. Et donc, plutôt que de se livrer comme ça à une sorte de discours anti-moderne sur la mort du cinéma et de la poésie, sur le règne des images chaotiques, le cinéaste parie sur une forme de persistance têtue et assumée du minoritaire à l'endroit même du public qui, pour reprendre encore une expression lacanienne, du public qui manque à sa place, et du public, c'est-à-dire du peuple. Hein. C'est l'image terrifiante aussi de cette salle vide, et la question qu'on se pose inévitablement, où est le peuple? Où est ce peuple qui encore une fois, entre guillemets, manque à sa place? Mais il s'agit qu'une seule spectatrice soit là, se soit déplacée, pour qu'elle soit à même de racheter hein, toute l'audience. Elle vaut plus, en quelque sorte, que la somme de tous les absents. Et le détail absolument bouleversant, c'est qu'évidemment, elle est bègue, c'est-à-dire que la parole lui fait défaut. Difficile de ne pas penser peut-être à d'autres films aussi récents, par exemple Drive My Car du japonais Ryusuke Hamaguchi, où il y avait une actrice sourde-muette qui s'intégrait au casting d'une pièce de Tchekhov mise en scène à Hiroshima. Mais ce fait d'être bègue est aussi une raison pour laquelle on le devine. Les mots du poète lui sont indispensables. Ils viennent non pas combler quelque chose, mais répondre à un défaut ou à un manque. Voilà. Et c'est donc du cœur de la carence que naît la relation la plus forte, car organique, à la beauté. Cette beauté du texte qui est alors récité. Il y a donc ici quelque chose qu'on peut souligner. Cette scène, elle boucle comme ça une sorte de parcours du film, d'itinéraire qu'accomplit le héros, mais le film ne s'arrête pas là, hein, il va encore plus loin, et l'un des enjeux finalement qui dépasse comme ça cette question de la lecture, de la récitation et de la salle vide, ça va être le choix. Tout le récit se noue autour du choix que va être amené à faire le personnage de Didar. Est-ce qu'il va écrire pour le patron de l'usine ou pas? Et à la fin, alors qu'il est dans ce train-couchette en train de revenir à Almaty, il va refuser. Mais quelque chose de remarquable, c'est la boucle que le film établit à ce moment-là, car son refus se mélange, interfère en quelque sorte avec une image qui résonne, qui est symétrique au début du film, celle de la mère et de son enfant qui dorment. Hein. Quelque part, encore une fois, le sommeil de ces deux inconnus, de ces deux anonymes, qui sont peut-être aussi, je dis peut-être, car c'est une interprétation à laquelle je me risque, une image du peuple. Et c'est encore dans le sommeil du peuple, dans ce peuple qui dort, ce peuple qui
Voilà, cette image de la mère et du fils qui dorment dans le train, que se noue un des secrets de la persistance dans la poésie, dans la persistance de cette langue minoritaire. C'est bien parce que certains dorment que le poète est debout, qu'il se dresse et qu'il continue son chemin minoritaire. Et je voulais conclure, alors c'était absolument pas prévu comme ça, mais dans les photos qu'a montré Eugénie tout à l'heure de Darajan Omirbayev, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, c'est celle où on voit un des livres qu'il a pris en photographie, et surtout un poisson qui est pris dans l'une des pages du livre. Et il y avait une fameuse citation de Serge Danet, et comme ceci est improvisé, je ne l'ai pas noté, donc je vous la restitue de mémoire, qui disait qu'il avait beaucoup apprécié écrire pour un quotidien, en l'occurrence Libération, parce que des critiques très élaborées qu'il pouvait faire étaient destinées le lendemain à emballer le poisson, en quelque sorte. Et donc, il y a peut-être là aussi un signe du destin sinon des poètes, en tout cas de ceux qui écrivent, c'est l'espoir peut-être que l'un de leurs écrits, l'un de leurs textes puisse un jour emballer un poisson, un petit morceau de réel comme ça. C'est peut-être là aussi que le destin de Didar se noue, c'est dans cette question fausse qu'il se pose. Et peut-être que c'est ça aussi qui jalonne sa prise de conscience. Est-ce que la question de l'utilité ou de l'inutilité de la poésie est la bonne à poser? Peut-être qu'elle ne se pose pas en ces termes, et qu'il faut assumer une part d'inutilité pour qu'elle puisse enfin valoir quelque chose. Voilà, je vous remercie. Là, c'est un temps pour les questions aussi. Merci Mathieu pour cette magnifique contribution sur cet aussi magnifique film. C'est peut-être pas une question, c'est plutôt un ajout, on pourrait commenter. Parce que ce que tu as dit, ce qui est très juste sur les images, c'est ce bouleversement actuel qui porte sur l'image. Et ce que Robert a dit tout à l'heure me semble se compléter, c'est-à-dire il y a cette image très importante, je pense, qu'on voit sur la télévision, des révoltes des conducteurs de bus, donc, et qui, bon, et même si elle est au final elle est éteinte, c'est-à-dire même cette image elle est de trop, on pourrait dire. Je pense que sa place est importante parce que du coup, en effet, je pense qu'elle nous dit il y a quelque chose de Serge Danet aussi à laquelle cette image m'a fait penser, c'est il demandait en 90, après la révolution roumaine, transmise à la télévision, comment vivre avec les images, et il répondait il faut vivre avec toutes. Et je pense que c'est une des beautés de ce film, d'accepter au sein de son tissu audiovisuel ces êtres un peu bizarres, un peu laides, un peu vulgaires, mais de les accueillir quand même, alors que parfois cette nouvelle donne, elle peut être très violente, je pense en particulier à cette scène avec la mère de Didar, qui n'arrive même pas à formuler une réponse tant soit peu adéquate avec la nouvelle situation. Elle est tout simplement rejetée du jeu. Elle n'a pas les codes pour comment dire, pour comprendre ce qui se joue à la télé alors qu'elle zappe, elle ne trouve rien pour elle. Ou même avec cette jeune fille, elle peut pas du tout communiquer. Ils sont même dans des univers un peu différents. Et la ville, qui est peut-être l'image de marque la plus vulgaire, parce qu'on voit toutes ces marques. Donc, je pense que c'est très juste parce que ce n'est pas ce que fait le film, ce n'est pas juste une position de renfermement un peu comment dire, ressentimentaire qui voit le cinéma comme une forteresse assiégée. Non, c'est plus complexe que ça. Et ce que vous dites tous les deux, je pense, est très juste par rapport à ça. Merci.
Merci. C'est vrai que Mirbaïev prouve avec ce film que le cinéma peut intégrer toutes les images et peut surtout les soumettre à un questionnement. Voilà, peut les faire voir autrement. Et parce qu'il n'a pas le même rythme et pas le même cadre. Hein. C'est important aussi, je pense, cette donnée-là. Et puis il y a deux passages, en effet, qui semblent importants et que vous avez mentionné, Victor, sur la mère, en effet, qui regarde, qui éteint la télé. Ça va être son geste d'éteindre. Et elle ne peut pas parler à sa petite fille parce qu'à chacun son écran, en quelque sorte. Il y a un autre moment dans le train où deux petites filles jouent. Et quelle est la réaction de leur mère? C'est de leur confier un écran, un smartphone, pour qu'elles se calment. Et puis il y a un moment très marquant aussi qui est peut-être aussi une affaire de communication ou de nouvelles formes que prend la communication, je ne sais pas, mais c'est celui où Didar va essayer une voiture chez le concessionnaire. Et qu'est-ce que filme Darajan Omirbayev? C'est sa main sur les boutons. C'est-à-dire, voilà, on actionne des boutons. C'est une autre interface de la réalité. Mais en effet, il n'y a pas de déploration ou le fait de se braquer dans une posture un peu romantique, etc. Pas du tout. Il y a une façon d'accueillir tout cela et de voir comment le personnage peut évoluer, en effet, entre toutes ces images. Et qu'est-ce qu'elle lui renvoie aussi? Autre passage important, chez ces hôtes de la petite municipalité, il est invité le soir à regarder les images du mariage de la famille. Voilà, ce sont aussi des images assez particulières. Un reflet de la famille est renvoyé. Donc, voilà, toutes ces situations-là sont, me semble-t-il, très intéressantes. S'il y a d'autres remarques, questions. Merci Mathieu pour cette très très belle intervention. Qui permet de reparcourir le film après coup. Je voulais savoir si tu avais vu le court-métrage